Julie, c'est une femme de taille moyenne, avec une mâchoire très carrée, des cheveux bruns foncés. Elle a des jolis yeux de chat. Et Julie est très musclée, je pense que ça, on ne peut pas retirer. Et elle a une peau, mais une peau de porcelaine, comme une poupée. C'était le 13 août 2022. Et avec certains de mes collègues, on a été boire des bières dans un bar dans le 11e. Et on a parlé avec Julie. Et j'avais qu'une envie, c'était de l'embrasser, mais je ne pouvais pas, car j'étais à l'époque en couple avec un homme. Et que 10 jours après, je partais aux États-Unis pendant 2 semaines avec lui. Et en fait, en la voyant, en comprenant que cet intérêt était réciproque, et qu'il y avait une... je sais pas comment dire, un aimant. Il y avait un lien très très fort entre Julie et moi, et ça semblait évident, et je pouvais pas vivre une révolution pareille. Là, je me voyais pas avoir le courage, c'était trop dur, mais en fait je pouvais pas ignorer à quel point j'avais envie d'être avec elle. Et je me souviens parce que ce soir-là, j'arrêtais pas de coller ma joue contre la sienne, parce qu'il fallait que je la touche, mais je pouvais pas la toucher. Il y a eu un moment précis à cette soirée. On était debout, l'une face à l'autre, et on se tenait les mains, et Julie m'a dit « Tu me plais à la moelle ». Et là, je me suis intérieurement effondrée. À ce moment-là, c'était une véritable déflagration. C'est des émotions très ambivalentes. En fait, t'as à la fois une grande joie, parce que c'est quelque chose qui m'a fait immensément plaisir, et une peur. Donc ça te tord le ventre, mais ça te tord le ventre comme quand t'es amoureux. Donc il y a à la fois cette sensation très agréable et cette sensation d'angoisse profonde. C'est... Et en fait, là, je cessais de me dire, mais comment je vais faire, qu'est-ce que je fais. Je voulais pas que ma vie, elle change, et en fait, j'avais très peur. En fait, la peur, elle s'est dissipée à partir du moment où j'ai pris la décision d'assumer ce que je ressentais. C'est pas la fin du monde d'aimer une femme, et là, la peur, elle s'est dissipée totalement. Si tu veux, j'ai joué gros, parce qu'au final, Julie, je la connaissais pas. Juste, je pouvais te dire qu'on avait des points communs, mais ça suffit pas pour te lancer avec quelqu'un, enfin, ça n'a aucun sens. Et qu'en fait, Julie, elle m'a permis de me révéler en tant qu'individu, et en fait, à partir de ce soir-là, j'ai senti que pour la première fois de ma vie, je pouvais tout dire et exister pleinement. Et que c'est elle qui me le permettait. Et que dans ses yeux, il y avait que de l'amour et de la tendresse. Et moi, Julie, elle a jamais quitté ma pensée depuis ce soir-là. En fait, il n'y a pas une seconde où je ne pense pas à elle. Alors, à la suite du 13 août 2022, on est parti pour 2 semaines de road trip avec mon conjoint et voir un ami à moi qui vit là-bas. Je me suis donc retrouvée au Grand Canyon pendant 7 heures à regarder un trou avec des cailloux et à admirer ma solitude. Et là, je me suis vraiment rendu compte que c'était pas juste une passade, tout ça, qu'en fait, je pensais véritablement à Julie tout le temps, et que, en fait, le Grand Canyon, j'avais envie de le voir avec Julie. Et on se retrouve dans un bar très sympa à San Francisco. Moi, je me retrouve avec mon ami à l'intérieur. Ami qui me connaît depuis des années et qui pensait bien faire, et qui m'a dit « Garance, là, faut que tu te reprennes, t'es avec un type bien. Il mérite pas ça. » Et là, oh, je me suis dit « Putain, mais ça va pas du tout. » Et j'ai été dans les toilettes, j'ai pris mon téléphone, et j'ai envoyé un vocal à mes amis. Je leur ai dit « Je fais bon, là, ça va pas. » En fait, je sais pas ce qui me fait le plus peur. Si ce qui me fait le plus peur, c'est de plus jamais parler à Julie ou de me séparer de lui. Et là, je me suis dit ah, mais je ne peux pas ne plus jamais parler à Julie, ce n'est pas possible. Que la décision, je l'avais prise, et que c'est pour ça que j'étais toute chamboulée. C'est juste que ça demande beaucoup, beaucoup de courage, je trouve, de se regarder droit dans une glace et de se dire bah moi, je veux ça. Et après ça, je suis rentrée à Paris et j'ai été voir Julie. Et ça, c'était début septembre. Et je lui ai dit bah voilà, moi je pense à toi tout le temps, tu en fais ce que tu veux. Et puis là, il y a eu un certain temps de latence parce que c'était un peu une bombe ce que j'avais lâché à Julie. Mais ça, je m'en rendais pas compte. En fait, je m'en suis rendu compte à ce moment-là, c'est qu'elle partageait vraiment les mêmes sentiments amoureux que moi.
Et à partir de ce moment-là, on s'est plus lâché du tout. Et ses projets sont devenus les miens et mes projets sont devenus les siens. Et quand je suis avec elle, quand je pense à elle, il n'y a pas de peur, quoi. Jamais. Je pense que le point de départ, c'est l'émotion que j'ai eue la première fois quand j'ai regardé La Petite Sirène. Je pense que j'étais très petit, mais ça fait partie des choses qui tout de suite ont parlé, m'ont parlé à moi personnellement, ont eu un écho, tu vois, en parler à mon âme d'enfant de manière plus claire que tout ce que j'avais vu avant. Ce dont je me souviens, c'est que à chaque fois que j'étais face à une image de sirène, j'avais une vraie vibration. C'est-à-dire que ça me faisait quelque chose dans le ventre, quelque chose vraiment dans le bide. J'avais un désir hyper fort d'appartenir, d'être ailleurs, de faire partie de cet imaginaire-là. Et ça a nourri en moi une espèce d'obsession, fascination. Tout ce qu'il y avait de près ou de loin, la forme, la couleur, le sentiment d'une sirène ou d'un homme poisson me rendait complètement fébrile. Je sortais mes crayons et mon papier et je passais des heures à essayer de dessiner les sirènes de la lagune aux sirènes de Peter Pan en pause. Dans la chambre de ma sœur, il y avait une espèce d'affiche d'une Barbie sirène parce que à l'époque ma sœur avait beaucoup de Barbie et il y avait ce poster de Barbie sirène dans sa chambre qui était incroyable. Genre il y avait du strass, des paillettes, le coucher de soleil, la crinière d'une longueur infinie. Et quand je regardais cette image, j'avais cette espèce ouais, de vibration. Ça me titillait, j'étais hyper à la fois fasciné, ça me rendait heureux, rien que de regarder, enfin je trouvais ça fou quoi. Et ça me faisait quelque chose vraiment de très très fort. Je me souviens de moi très régulièrement déguisé en sirène dans la chambre de ma sœur avec ma fausse queue en robe de chambre et mes coquilles Saint-Jacques. Et en même temps, en parallèle de ça, il y avait cette culture familiale de la pêche de mon père, cette présence du sujet de la pêche qui était dans la famille. Il fallait que je fitte dans la passion de mon père. On se levait tôt le matin, c'était un peu une corvée. Il n'était pas très pédagogue de manière générale, donc en plus tout tournait vite au drama parce que je faisais mal, je comprenais mal, et donc du coup tout était un peu bordélique. Et je sentais que ça l'énervait parce qu'il n'était pas spécialement habitué à gérer ça, il avait envie que ça soit fluide. Et donc moi, ce moment de pêche, j'aimais pas trop, ça me plaisait pas, mais c'était plus lié finalement à cette relation qu'on avait qui n'était pas évidente, où on partageait pas grand chose, pas beaucoup d'intérêts en commun. Et en même temps, on pêchait des vifs, donc enfin, ce qu'on appelle des vifs, c'est des petits poissons qui servent à pêcher le carnassier. Et il les conservait chez mon grand-père dans un grand bac en pierre. Donc il y en avait des dizaines, peut-être des centaines qui étaient vivants. J'allais jouer avec les poissons. J'avais de nouveau ces papillons dans le ventre de plaisir. Ils ont mis longtemps, mes parents, à lâcher, à accepter de m'acheter ma première Barbie sirène, par exemple. Ça a été tout un drama. C'était compliqué pour tout le monde. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils jouent avec des poupées? Et puis, bon, bah, il y a un jour où donc on m'a emmené l'acheter. J'étais hyper content. Et je pense que tout le monde me regardait de manière un peu médusée. Mon père en premier, en se disant, ah, ça y est, il a sa poupée sirène. Mais moi, j'étais hyper heureux. Je réfléchis de temps en temps à ce qui nous lie en tant qu'homme homo ou en tant qu'enfant potentiellement homo en devenir et dans nos constructions. Euh, et ce qui est drôle, c'est que j'ai beaucoup rencontré de personnes qui avaient eu un peu cette même fascination que moi. Et ce conte d'Andersen, finalement, c'est aussi un conte que j'ai lu quand j'étais enfant, parce qu'il y en avait un exemplaire chez mes parents. Andersen, c'était un homme qui potentiellement avait des tendances homo. La petite sirène pourrait être la métaphore de cette incapacité de pouvoir accéder à l'amour dans une autre dimension, un autre monde qui serait cette homosexualité.
aujourd'hui adulte, tu te dis ah oui c'est incroyable, déjà c'est d'une tristesse folle, et en même temps, ce qui est plus fou, c'est que nous, dans les années 90, on ait réussi à potentiellement sentir que ça nous parle, sentir que ce conte il est pour nous. Et c'est un peu cette histoire en fait que ça raconte aussi, la petite sirène. Je suis pas comme un poisson dans l'eau, dans mon bocal, je suis peut-être justement d'ailleurs, appartenir à un univers et puis rêver d'un autre, quoi. Et donc voilà, je pense que c'est l'histoire derrière ça, je crois. Ben, c'est comme si c'était un petit truc précieux en fait. J'avais pas réalisé à quel point ce souvenir il avait été marquant jusqu'à ce que je m'interroge sur quels ont été les souvenirs les plus marquants et des moments où j'ai senti quelque chose de fort. Et celui-là, il m'est venu assez naturellement comme quelque chose de positif et j'en ai pas beaucoup. Donc c'est un petit peu comme si j'avais un petit écrin avec mes 3 souvenirs positifs de ma vie. Et je sais pas si c'est triste ou si c'est joyeux qu'un souvenir aussi simple que celui-là, ça en soit un. Mais donc d'y retourner, pour moi, c'est comme rouvrir quelque chose de précieux. Il y a enfin quelques années, j'ai eu un grand passage à vide dans ma vie. Et donc j'ai cet homme maintenant, qui était mon premier amour, voilà, et que j'avais rencontré quand j'étais ado en faisant du sport. Et on a eu un amour épistolaire, en grande partie. Et c'est quelqu'un qui a disparu à plein de séquences de ma vie, mais avec qui j'avais une connexion, on va dire, forte. Et ça a été des disparitions qui étaient dures, mais en même temps c'était naturel. Et il est réapparu plein de fois dans ma vie, jusqu'à aujourd'hui. Et quand j'ai été pas bien, ben je pense qu'il est l'une des rares personnes à qui j'ai dû le dire, même s'il était absent. Et il m'a proposé ce truc hyper pragmatique de dire, bah voilà, je suis là tel week-end, etc., viens. Et donc j'ai été, et je m'attendais à rien. Et il m'a conduit comme ça à la Pointe du Raz. Je pense que c'était genre dans l'après-midi, comme une fin d'après-midi. Parce que je me demande, je sais, j'ai plus bien un souvenir, mais je crois que la Pointe du Raz, ça ferme. Et donc c'était juste avant la fermeture. On était un peu juste avant que ce soit trop tard. Mais il fallait qu'on y aille. Donc c'était un peu ce truc de ouais, on va réussir. Puis il fallait se garer et tout. Je me souviens, en tout cas, je me souviens avoir marché, ouais. Et je pense que là, sur le trajet, on a dû se dire quelques trucs. Et je pense qu'on a dû rire un peu. Et je pense que ça devait faire des semaines que j'avais pas ri. Moi, ce qui me reste, c'est sa façon de regarder. Parce que ça, je trouve ça atypique. Et ce truc-là, il a gardé encore jusqu'à maintenant. C'est euh, c'est rare quelqu'un qui vous regarde et qui parle pas. Un peu, il y a ces 3 secondes là, un peu bizarres où on est en mode genre, oh, et vous attendez de savoir si quelque chose va se passer. Et il se passe pas rien, mais il dit rien. Et je me suis juste pris ce vent là en pleine tête, hyper fort, et avoir cette impression d'avoir atteint le bout de quelque chose. Et j'avais l'impression d'être au bout du monde, et c'est une impression que j'ai eue, et l'impression dans une espèce de terre infinie, puisqu'elle est ronde, mais d'avoir atteint une forme de maîtrise et d'être arrivé au bout. Et pour moi, c'était un truc rassurant, quoi. Et donc, il y avait à la fois la force des éléments, de la nature, et qui venait comme mettre encore plus de chaos dans mon chaos intérieur, quoi. Et voilà. Et c'est difficile, il n'y a rien à raconter, en fait. Et quand je raconte même pas le moment. Mais pour moi, c'était quelque chose de fort où je me sentais de nouveau vivante, quoi. C'était comme s'il y avait tout d'un coup un soleil qui s'allumait dans moi, quoi, tout simplement. Et c'était hyper ponctuel, hyper fort. Mais ce qui compte, c'est que ça existait, quoi. Et en fait, ce truc du vent, bah, il est revenu à plein d'autres moments dans ma vie, dans des histoires comme ça, un peu des histoires d'amour,
ou plus tard, mon mari, au tout début de notre relation, il avait un scooter et j'étais à l'arrière du scooter, que j'ai le souvenir, et d'avoir le vent dans la tête, en fait, c'est un truc qui me fait du bien. Et pareil, où j'ai une de mes meilleures copines, pareil, qui est en scoot, et puis qui venait me chercher, on faisait des tours de scooter, quoi, quand ça va pas bien, et le fait de me prendre du vent dans la tête, ça me remet les idées en place, quoi. En général, moi, je suis très indépendante et j'ai fait toute ma vie toute seule, quoi, presque. Et là, c'était un moment où j'acceptais de me laisser emmener. Donc, c'était un moment de vulnérabilité pour moi et en même temps de grande confiance, quoi. Et donc, j'acceptais de marcher un peu vers l'inconnu, de pas savoir pourquoi on allait, qu'est-ce qu'on allait faire. Moi, je fais pas de balade ou des trucs comme ça, mais là, j'acceptais, quoi, de pas savoir. Donc, un peu une espèce de forme de lâcher prise. Et je me sentais en grande confiance. Et en émotion, c'était comme si... c'est un truc qui est... Je sais pas comment dire. Comme si ça m'habitait dans le... C'est dans le ventre, quoi, que ça se passe. J'ai dû aller peut-être 2 fois dans ma vie dans cet endroit. Parce que c'était tellement loin. Tellement, tellement loin, en fait. Alors que la Bretagne, c'était pas loin de là où j'ai grandi. Mais ça, c'était loin. Ouais, c'était le plus loin. Donc on n'y allait pas souvent. Mais c'était beau. Et moi, je suis pas trop haut. Et je suis surtout pas trop océan. Donc c'est pas la mer qui me bouleverse. C'était pas ça. C'était la fin qui m'a touchée. Ouais. Badia, ça s'écrit B-A-D-I-J-A. Badia. Ce matin-là, il y avait une lumière particulière. C'était l'une des rares journées du séjour où il devait pleuvoir. Et tout se confondait. C'était un paysage méditerranéen, mais avec des couleurs du nord, d'une certaine façon. C'est très particulier. Et tu arrives sur Badia, et le monastère est vraiment au bord de l'eau. Donc tu le vois, il est imposant. Et en fait, il a été fondé par les moines franciscains. Quand la Yougoslavie est devenue communiste, les moines en ont été chassés et c'est devenu une sorte de centre pour la jeunesse et les loisirs. Après la guerre, donc la Croatie l'a récupéré, mais elle l'a cédé dans une sorte de, je ne sais pas comment ça s'appelle au sein de l'église, mais c'est presque comme un bail amphithéotique qui est de nouveau redonné aux franciscains de Bosnie-Herzégovine. Moi, ma famille vient de Bosnie-Herzégovine, enfin d'Herzégovine et à la limite entre la Bosnie et l'Herzégovine. Et ce sont des zones où tous les 50 ans, en fait, tu as une guerre, une invasion, tu as eu la domination ottomane qui était assez dure. Et donc tous les 50 ans, en fait, d'une certaine façon, chaque génération est confrontée à une guerre sans avoir le temps de faire le deuil du traumatisme passé, mais elle reste là, elle se maintient. Et cette île, donc, le monastère en tant que tel et l'église ont été laissés à l'abandon jusqu'à ce que les religieux reviennent. Donc tu rentres par le cloître et en fait il y a 2 églises dans cette église. T'en as une tout en longueur et une autre petite dans le prolongement de la porte d'entrée du cloître. Et quand je suis entrée, quand j'ai poussé ce soupir, j'ai été vraiment saisie parce que je suis arrivée avec cette hauteur. T'es à la fois dans ce cloître, donc dans cet espace très délimité, assez beau, avec un ciel lourd qui pesait, que ce soit un ciel lourd, gris, ou alors un soleil de plomb, je pense que quelque part ça t'écrase. Et ensuite tu rentres d'un coup, tu passes de la lumière à l'ombre, ou à la pénombre de cette église, qui est quand même inondée de lumière. Et là, tu vois des murs à nu, vraiment, parce qu'elle a été laissée, elle a été négligée. Donc elle est presque à vif. Et en même temps, tu vois cette hauteur sous plafond. Donc tu t'es saisi par quelque chose de plus grand que toi. Tu te sentais à la fois écrasé auparavant par la beauté des paysages, par la beauté de l'île, par l'atmosphère. Et tu rentres là, et d'un coup, c'est comme si on t'élevait. Enfin, c'est ce que j'ai ressenti. Et je suis restée, mais un quart d'heure, 20 minutes, là, à pleurer. Mais en voyant ces murs-là, j'ai eu l'impression, je parle de ce murmure, de ce chuchotement,
que tous ces siècles et toutes ces générations de moines, ou plutôt d'hommes de foi, moi qui n'ai pas été élevée dans la religion, dans la foi, criaient à travers ces murs leur bonne foi et leur résistance. Le fait que contre toutes les agressions, toutes les invasions, tous les aléas de l'histoire, même les bannissements, le fait d'avoir été chassés, qui sont restés là, stoïques, qu'ils ont résisté. Et j'ai eu le sentiment que c'était des siècles et des siècles de générations d'un peuple auquel j'appartenais. C'est comme si... comment dire? Ça a fait battre mon cœur plus vite, plus fort. Comme si je sentais mon sang dans mes veines, en fait, circuler et me dire je me reconnais, je fais partie de cette histoire. Et tout autour, l'atmosphère un peu presque, pas tragique, mais tu sais, quand tu as ce moment d'avant l'orage, quelque chose qui s'annonce. Une sorte d'épiphanie, voilà. Et c'est vraiment le fait de se sentir comme rattaché à une histoire et comme de mettre aussi des mots sur ce que je ressentais auparavant. Sur le fait d'avoir eu le sentiment d'être comme une plante qui avait été déracinée et replantée ailleurs. Il y a eu un sentiment d'appartenance que j'ai vécu à ce moment-là, qui dans ce lieu-là m'a fait chavirer. J'ai le souvenir d'un moment très sombre, d'un moment où je comprenais pas du tout ce qui m'arrivait. J'ai aucun moment de grande joie à ce moment-là. Mais voilà, j'ai le souvenir d'un long trajet, d'un grand voyage que j'avais jamais emprunté. Tout prend source donc lors d'un rendez-vous qui s'est mal passé et à la suite de ça, bon, je pensais que c'était un événement assez anodin finalement, quelque chose qui s'était mal passé. Et donc les premières semaines, les premiers mois, je me sentais assez normal, tout en gardant en tête quasiment de manière permanente l'événement. Tous les jours, je repensais à ça, sans y mettre une gravité, sans y mettre un accent particulier, mais c'était là, c'était juste là. En fait, je sentais que ça m'avait ébranlé. Moi qui suis plutôt sociable, j'évitais les sorties, j'évitais les mondanités, j'évitais de voir du monde, sans en parler autour de moi, et en ayant conscience que ça se refermait, que ça s'obscurcissait, et en trouvant des stratagèmes aussi pour que ça ne se voit pas. J'ai très peu de souvenirs en fait, je me souviens de 5 ou 6 événements, de 5 ou 6 moments, qui sont pour certains des moments très durs, pour d'autres des moments qui le sont moins. Et à ce moment-là, j'allais beaucoup dans les musées, et je crois que de voir du beau, ça permettait un peu d'en mettre là où il n'y en avait pas. J'avais jamais vu les nymphéas de Monet à l'Orangerie, et j'ai découvert à ce moment-là les nymphéas, et j'ai un souvenir d'avoir marché hyper lentement, très 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 lentement et très très proche de l'œuvre, pour que l'œuvre remplisse mon champ de vision, que je n'ai plus rien autour, comme si je faisais le plein de quelque chose, quoi. Le plein de couleurs, le plein de beauté, le plein de quelque chose qui j'en avais le sentiment, me permettait d'aller bien, d'aller mieux. Donc tout début janvier 2023, on a 2 très très bonnes amies, qu'on ne voit pas souvent mais dont nous sommes très proches, et on a l'habitude de se voir 1 fois ou 2 dans l'année, de partager un dîner. Donc on arrive chez elles, on est très heureux de se retrouver, et on se raconte nos anecdotes en fait professionnelles. Donc ce fameux rendez-vous professionnel qui ne s'est pas très bien passé, et je le raconte en rigolant. Et en face de moi, je vois l'une de mes 2 amies
qui ne partage pas en fait ce rire que j'ai en racontant, mais qui me regarde avec des grands yeux graves et qui me dit mais ça va? Je la regarde, je lui dis oui, pourquoi? Elle me dit mais c'est hyper grave ce qui s'est passé, c'est une agression, ce serait normal que tu n'ailles pas bien. Et à ce moment-là, j'ai ouvert les vannes et je me suis mis à pleurer. Pleurs qui ont mis plusieurs heures, en fait, je pense, à s'arrêter. Et ces deux amis se sont donné, je pense, la mission ou l'objectif de me faire parler, l'objectif de prendre soin de moi, l'objectif de me faire aller mieux, l'objectif que ça passe. La soirée a duré très longtemps, très 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 longtemps. C'est une nuit où tout a basculé, c'est une nuit où c'était beau, c'était dur, c'était drôle. C'était une nuit où il y avait aussi une espèce de violence comme ça, une violence saine sûrement, mais c'était pas une nuit facile. En tout cas, c'était une violence pour le bien. Ce jour-là, quand on est rentré, on n'avait pas fermé entièrement les rideaux de la chambre. Et je me souviens au réveil d'avoir ouvert les yeux et d'avoir senti une chaleur me pénétrer du nez, de la bouche, qui a traversé mon corps jusqu'au bout de mes pieds. J'ai vraiment le sentiment d'une onde comme ça, qui part de haut en bas. Et je me souviens avoir ouvert grand les yeux, ressentir cette sensation et ne pas comprendre du tout d'où elle vient. Quelque chose de quasiment métaphysique, quelque chose d'une extrême lumière, il y a quelque chose de l'hyper chaleur. J'ai vraiment eu l'impression à ce moment-là d'être revenu, d'être rentré à la maison, d'avoir retrouvé mon corps, d'avoir retrouvé mes sensations, d'avoir retrouvé mes yeux, d'avoir retrouvé mes sens, d'avoir retrouvé la lumière. Et donc j'ai eu comme ça un état qui a duré quelques secondes où j'avais l'intime conviction que j'allais mieux. Où j'avais l'intime conviction que c'était parti.